Bienvenue pour le nouveau Startup Show. Donc, nous recevons aujourd'hui Patrick Zucchetta. Vous rentrez juste des États-Unis, donc vous avez participé à un salon professionnel, mais vous nous faites le plaisir de participer donc à ce Startup Show et on va évoquer aujourd'hui donc la filière 3D. Alors Patrick Zucchetta, on vous connaît sur Sophie Antipolis, on vous connaît parce que vous êtes le PDG de Doremi Technologies, donc qui est une entreprise de Sophie Antipolis, une entreprise qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation donc d'équipements pour la diffusion numérique dans les salles de cinéma. Mais aujourd'hui, c'est pas ce titre qu'on vous reçoit, c'est en tant que président d'une association qui s'appelle donc 3D Consumer, et vous allez nous expliquer donc en 2 minutes, c'est la règle du jeu, pourquoi vous avez créé cette association et quelles vont être ses activités. Voilà, alors 3D Consumer est une association qui a été créée dans le cadre du programme Investissement d'avenir, donc ex-Grand Emprunt, dans le but en fait d'aider le développement à l'export de filières, donc la filière qui nous concerne étant la filière du 3D, 3D voulant dire 3D relief, 3D stéréoscopique. Donc le but en fait de 3D Consumer est d'essayer de regrouper des sociétés et de les aider à avoir du développement export sur des zones particulières intéressantes qui sont les zones Amérique du Nord, Amérique du Sud et les zones Asie, en incluant aussi une partie de l'Europe de l'Est, Russie inclus. Voilà. Donc le principe c'est d'accueillir des sociétés, il y a 5 sociétés fondatrices, d'en accueillir le plus possible sur les 5 ans de vie de cette association pour effectivement promouvoir à l'export la technologie 3D française. Donc si j'ai bien compris, c'est une vocation plutôt commerciale. C'est une vocation typiquement commerciale, voilà. Donc 3D Consumer n'a pas du tout vocation à financer du développement de type R&D. Donc on est vraiment dans le fait que chacune des sociétés a des produits qui existent, qui sont terminés ou qui sont en train de se terminer, et doit les vendre effectivement à l'export. Donc le relais par 3D Consumer, c'est d'aider les sociétés effectivement à être présentes sur les pays que je vous ai cités. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des 5 membres fondateurs? Voilà. Alors donc parmi les 5 membres, eh bien, Doremi Technologies que vous avez cité, donc qui est dans le domaine de l'image numérique dans le cinéma. On a une société parisienne qui s'appelle Digital Media Solutions, qui est notre équivalent, on va dire, dans le son cinéma. Voilà. Une société française en région parisienne aussi qui s'appelle Volphony, qui est spécialisée dans tout ce qui est affichage 3D dans les salles de cinéma, donc lunettes passives ou lunettes actives. Une société qui est spécialisée dans la production de contenu 3D stéréoscopique, qui s'appelle 3D Lisb. Et une société qui est basée à Lille, Atao, qui est spécialisée dans la sonorisation des espaces d'accueil de cinéma, en particulier de cinéma pour le cas qui nous concerne. Voilà. Donc ça sont les 5 membres fondateurs de 3D Consumer. Donc ça fait un spectre d'activité qui est quand même assez large. Qui est quand même assez large. On couvre, on couvre effectivement donc son, image, lunettes et production, donc toute la chaîne en fait de valeur effectivement du 3D, qui soit dans le cinéma ou éventuellement à la maison. D'accord. Et je crois que vous avez également, donc peut-être qui n'ont pas encore adhéré, mais qui sont sur le point d'adhérer, certaines startups qui sont basées ici à Sophie Voilà, Antipolis. tout à fait. Alors Sophie Antipolis a tout un tas de startups intéressantes qui nous touchent. Je vais citer nos collègues et confrères de Taodine, qui ont un logiciel de présentation en 3D extrêmement innovant, donc qui sont en train de nous rejoindre. D'autres sociétés avec lesquelles on discute, comme Acute 3D, qui est une société donc, qui fait de la numérisation 3D, donc pour transformer une photo en un objet 3D qu'on va pouvoir ensuite manipuler. On discute aussi avec Nomad 3D, qui est une société qui a un codec pour les mobiles, donc typiquement smartphone, pour transporter de l'information 3D de façon efficace. Voilà. Donc la cible, c'est effectivement de trouver des sociétés qui travaillent dans ce domaine de la 3D relief. Et ce sont des sociétés plutôt françaises, puisque le but, c'est structurer la filière française. Voilà, comme c'est financé sur fonds publics, le but est d'aider des sociétés effectivement françaises. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cet appel à projet qui vous a permis de décrocher des financements dans le cadre des investissements d'avenir? Voilà, donc dans le cadre du programme investissement d'avenir, il y a des appels qui sont des appels de type R&D, donc financement de l'innovation, et il y a un appel qui est spécifique aux plateformes, donc dites filières industrielles. Donc c'est dans ce volet-là que nous avons décroché effectivement l'aide.
Donc ça correspond à structurer en fait une filière autour de sujets phares. Donc la 3D est un sujet qui a été effectivement choisi, et la structuration ayant pour but effectivement d'aider le développement commercial des sociétés françaises effectivement à l'export. Voilà, donc on est, deux filières ont été parmi les premières effectivement financées, dont celle de 3D Consumer. D'accord. Et donc ça, c'est un programme sur plusieurs années, je crois? C'est un programme sur 5 ans, voilà. Alors le but en fait de l'État étant de développer effectivement les ventes des sociétés qui sont membres et de faire en sorte qu'ensuite l'association au bout de 5 ans puisse se transformer en une société indépendante et qui va vivre de ses propres revenus et plus des subventions ou aides effectivement de l'État. D'accord. Donc vous avez décroché, je crois, un financement de 2,66 millions d'euros. Voilà, c'est 266 millions d'euros de l'État sur 5 ans. Nous avons aussi une tranche de la région PACA qui va grosso modo représenter 300 000 euros sur 5 ans dans des programmes collaboratifs basés sur la participation à des salons. Voilà. Et on a embauché donc il y a un mois de cela un responsable du business development dont le but va être de recruter les sociétés et de créer sur la durée effectivement des revenus pour que l'association puisse devenir un outil autonome à l'issue des 5 ans. D'accord. Alors je crois que l'association donc, qui au départ s'appelait 3D Consumer va changer de nom. Voilà, oui tout à fait. Elle s'appelait 3D Consumer, on est en train de la renommer 3D Consortium. Alors pourquoi? Parce que l'aspect consumer a rebuté certains des membres qui travaillent dans le domaine professionnel, qui leur ont fait penser que nous n'étions intéressés par le consommateur final, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a un spectre qui couvre du professionnel jusqu'au consommateur final. Donc pour éviter ce débat, on est en train de la renommer 3D Consortium. Voilà. D'accord. Et je crois que vous avez déjà ouvert un bureau à Paris, c'est ça? Ou c'est en projet? Voilà, alors on a effectivement, on va être hébergé chez un des membres sur Paris. On a visité des bureaux donc, pendant mon déplacement aux États-Unis pour être présent sur la côte ouest. Et on a aussi visité des bureaux à Hong Kong. Donc le but étant d'avoir une antenne effectivement à Los Angeles et une antenne à Hong Kong ou éventuellement à Pékin pour la partie asiatique. D'accord, donc ce qui permet de couvrir effectivement les grands marchés. Donc, voilà, les grands marchés, les zones d'achalandise, sachant que le principe va être d'avoir des permanents en local, effectivement, qui vont être le relais des sociétés membres, donc des fondatrices et des sociétés qui vont nous rejoindre, pour effectivement mener des actions permanentes de développement à l'export sur ces territoires. D'accord. Bon, écoutez, maintenant on va attaquer les questions pour voir les questions qui ont été posées donc, par les internautes. Donc, première question de Thomas. Quelles sont les activités qui pour vous font partie de la filière 3D? Alors, donc la filière 3D, je précise 3D relief ou stéréoscopique. C'est-à-dire par opposition à la 3D que vous voyez sur un écran plat, c'est-à-dire que quand vous faites la conception par exemple d'une architecture, vous pouvez la concevoir en objet 3D mais la visualiser sur un écran plat 2D. Donc nous on travaille vraiment dans le domaine qui correspond à la visualisation stéréoscopique. Donc je précise 3D relief, voilà. On ne va pas forcément exclure des sociétés qui ne sont que dans le domaine 3D, mais le cœur de cible reste quand même le 3D dit relief ou stéréoscopique. Voilà. D'accord. Donc ce sont toutes les sociétés qui travaillent effectivement dans ce domaine. Donc j'ai cité les membres fondatrices, son, images, lunettes, Taodine qui est dans la présentation, Acute qui est dans le plan, donc y compris stéréoscopique dans ce cas-là, sociétés comme Nomad qui est dans le domaine du codec. Voilà, donc le spectre est très large à partir du moment où on touche effectivement tout ce qui concerne le contenu 3D relief. D'accord. Alors une autre question de Thomas. Qui peut adhérer à l'association 3D Consumer et quelles sont les conditions à remplir? Voilà, alors, ça c'est important. Voilà, on a prévu, c'était une des demandes du programme Investissement d'avenir, on a donc prévu en fait de pouvoir accueillir toute taille de société, c'est-à-dire de la petite société en création jusqu'au grand compte international. On a donc des cotisations qui dépendent effectivement de la taille de la société. Il y a Quelle est la fourchette pour une TPE par exemple? Voilà, quel sera le montant une TPE, la cotisation la cotisation d'entrée doit être à 500 € pour l'année. Oui, donc c'est pas dissuasif. Donc c'est pas dissuasif, effectivement. Ça va monter beaucoup plus haut pour une société de taille d'une société par exemple du CAC 40 et qui voudrait faire partie des membres administrateurs. Voilà, donc on va monter effectivement beaucoup plus haut.
Le principe étant que ce soit largement ouvert effectivement aux PME. D'accord. Alors, ce que je connais de la filière 3D, il y a surtout en majorité des petites entreprises, petites et moyennes. Il n'y a pas de très grosses structures actuellement. Voilà, il n'y a pas de grosse structure. Alors, du moins sur le marché français. Voilà, du moins sur le marché français. L'une des raisons étant que les grosses structures en général ont les moyens de faire du développement à l'export. Ce n'est pas le cas de petites sociétés qui viennent de sortir un produit. Je prends l'exemple de Taodine, le produit est fini, maintenant il va falloir être présent à l'export. C'est très coûteux pour être présent sur ces territoires lointains. Donc le principe de 3D Consumer, c'est d'essayer d'avoir une action collaborative et justement permettre d'être présent par exemple sur des salons à l'international et de partager les coûts et de pouvoir effectivement accueillir des sociétés sur un espace commun. C'est ce qu'on a fait récemment avec ce salon à Las Vegas où les 5 sociétés étaient présentes sur un stand commun. D'accord. Alors là, vous venez de répondre en partie, mais il y a peut-être des compléments à apporter. Donc, que peut apporter 3D Consumer à une PME justement? Donc, c'est tout ce qui va concerner le développement commercial à l'export sur les territoires que j'ai cités. C'est aussi de l'aide à la standardisation, c'est-à-dire que la 3D a besoin aussi de travail de standardisation. C'est en général des actions qui sont menées par des très grandes sociétés. Donc, le but est de permettre effectivement, via l'aide de l'association, permettre à des petites PME de faire partie aussi de cet effort de standardisation pour ne pas en être exclu. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un deuxième volet. Et il y a un troisième volet qui est un volet, je dirais, de lobbying auprès d'instances pour être présent effectivement et représenter la voix de sociétés qui n'auraient pas les moyens de payer ce type d'action de façon indépendante. D'accord. Alors puisque vous évoquiez la standardisation, une question là de Fred qui concerne la standardisation. Les jeux sont-ils faits pour tout ce qui touche à la standardisation dans le secteur de la 3D ? Non, les jeux ne sont pas faits parce que c'est un secteur qui est relativement récent. Le grand public a connu une première génération d'écrans 3D à domicile qui fait partie d'une première génération. Il y a une roadmap, une route qui est prévue sur plusieurs années pour le format de la 3D à domicile. Donc il y a 2 autres générations qui sont prévues. Donc effectivement, tout n'est pas fait. Et effectivement, c'est important pour des PME d'être présents dans ce stade. Je cite par exemple le cas des lunettes actives qui intéressent Volphonie. C'est intéressant de voir comment vont évoluer les protocoles de communication, par exemple, entre les écrans et les lunettes. Donc il faut faire partie de ces standards pour ne pas être laissé sur le bord de la route. Et les standards, de toute façon, sont des standards mondiaux. Je suppose qu'à partir du moment où un standard est adopté, il faut rentrer dans les... Exactement, ce sont des standards mondiaux. Alors, les standards sont souvent l'initiative de grands constructeurs qui essaient de se regrouper ensemble. Et il n'y a pas souvent de PME. Donc, c'est important que 3D Consumer soit présent, effectivement, pour permettre à des PME au minimum de connaître ces standards et au mieux d'essayer éventuellement de participer à leur élaboration pour que les produits effectivement puissent fonctionner dans ce stade. Et concrètement, comment 3D Consumer, comment l'association peut faire un travail et peut apporter une force de frappe quelque part dans ce travail de standardisation? Alors par exemple, dans un travail de standardisation, ce sont des travaux qui sont longs, qui s'étalent sur plusieurs années. Donc le principe, c'est d'avoir quelqu'un qui va aller aux réunions, il y a des réunions régulières, qui va aller aux réunions, qui va donc apporter ces éléments, qui va recueillir les éléments en fait du groupe et qui va effectivement faire un travail dans la durée. Donc c'est effectivement une mission importante parce qu'elle peut effectivement s'étaler sur plusieurs années. D'accord. Alors une autre question, donc on a vu celle-ci. Alors travaillez-vous en collaboration avec des pôles de compétitivité, puisque c'est vrai que la France s'est structurée autour de pôles pour aider justement à l'émergence de filières. Alors est-ce qu'une association comme 3D Consumer a des actions communes avec certains pôles de compétitivité? Alors la première action qu'on a menée pour se faire labelliser, c'est qu'on a présenté effectivement le projet à 2 pôles. Donc le pôle SCS qui est présent sur Sofia, donc solutions communicantes sécurisées, auquel on fait partie d'ailleurs, et le pôle Cap Digital dans la région parisienne, qui étaient vraiment les 2 pôles effectivement qui touchaient les membres. Donc ces 2 pôles ont labellisé effectivement l'association, ce qui était une étape importante pour bénéficier de l'aide publique. Et là, l'intérêt de fonctionner avec le pôle, c'est que le pôle est un fédérateur de beaucoup de sociétés de toute taille. Donc fonctionner avec le pôle va nous permettre effectivement d'être au courant de ce qui se passe effectivement au niveau des sociétés qui les rejoignent
d'accord. et de travailler avec eux sur des actions communes. Oui, parce qu'en fait, il y a une complémentarité entre les pôles et l'association, Voilà. puisque vous occupez plus peut-être la stratégie de l'aspect commercial, et sur les pôles, on est là sur les activités davantage tournées vers la R&D. Absolument, absolument. Voilà, comme on n'a pas de volet R&D effectivement dans 3D Consumer, c'est important de pouvoir travailler avec des sociétés qui font partie de pôle et qui, elles, par contre, travaillent au niveau de l'innovation, puisque le but, c'est de développer le produit et après d'aider à le vendre à l'export. D'accord. Alors, une question là, donc, de XTOF06. À quand donc de la 3D sans lunettes et sans mal au crâne au cinéma? Alors, je dirais que la 3D sans lunettes va arriver d'abord à domicile, parce que techniquement, c'est plus facile à faire sur des écrans plats. D'ici combien de temps? Alors, je dirais que c'est un aspect qualitatif. C'est-à-dire, les écrans sans lunettes existent déjà, mais ils sont trop coûteux et pas assez qualitatifs. On peut imaginer que dans un intervalle de temps de 2 ans, on va arriver à un bon compromis entre le coût et la qualité. Donc d'ici, on va dire, allez, fin 2014, ce sera réaliste de penser qu'on aura des écrans Donc, de nouveau télé virage 3D. technologique. Voilà, nouveau virage technologique. Alors je cite les télévisions, mais je pense que ça arrivera de la même manière, effectivement, sur les mobiles et les tablettes, puisque ce sont des écrans qui sont incontournables, effectivement, en termes d'utilisation de la 3D aussi. Alors, quant au cinéma, beaucoup plus complexe. Pourquoi? Là, je dirais, alors beaucoup plus complexe parce que ce qu'on peut faire à un écran de télé n'est pas réalisable de manière économique sur un écran cinéma. Alors, il y a un prototype qui a été présenté à un salon à Las Vegas il y a 15 jours, un AB, qui mettait en pratique 200 projecteurs pour avoir une grande image en 3D sans lunettes. Je vous laisse imaginer, l'exploitant il a du mal à financer un projecteur numérique. Donc je vous laisse imaginer. Voilà. Donc là, je ne pense pas que dans les 5, 6, 7 ans à venir, on est de surprise au cinéma sur la 3D sans lunettes. D'accord, donc il faut être encore patient. Donc il faut être encore patient, effectivement, et encore supporter l'usage des lunettes. Bien. Alors, quels sont vos projets en lien avec le futur technopole de la Bastide-Rouge, donc qui est le futur technopole donc prévu sur Cannes, et qu'attendez-vous en matière d'innovation, de partenariat de la pépinière qui en principe va se développer sur ce technopole? Alors, je dirais que de façon générale, comme on ne travaille pas sur le volet innovation, nous ce qui nous intéresse de travailler avec des technopoles, c'est d'être en contact avec des sociétés qui peuvent faire partie de l'association et que l'on peut aider. Donc à partir du moment où on va trouver, et j'imagine qu'il y a des sociétés qui vont travailler dans le domaine de la 3D, qui vont rejoindre la Bastide Rouge, ces gens-là seront tout à fait bienvenus dans 3D Consumer et on espère être capable de les aider. D'accord. Il y a un incubateur aussi sur Marseille qui est l'incubateur de la Belle de Mai qui est tourné vers tout ce qui est tout à fait. Alors, les entreprises de l'image. Là, vous avez des liens absolument aussi parce que en fait, du fait de l'aide qui va arriver par le conseil régional PACA, donc effectivement, on va travailler aussi avec des sociétés qui sont à l'extérieur du 06. On en a déjà, j'en ai cité sur Paris. Et donc effectivement sur Marseille, il y a un certain nombre de sociétés qui peuvent être intéressantes et que l'on peut aider effectivement par l'action de 3D Consumer. D'accord. Et c'est vrai que le pôle ACS est aussi un pôle PACA, donc, puisqu'il a 2 antennes, une Absolument. sur les Bouches-du-Rhône. Absolument. C'est vrai que pour l'instant, étant donné que le travail de notre association est récent, on a regardé que des sociétés proches, Sophie Antipolis, c'était facile puisqu'elles sont autour de nous. Mais là maintenant, le travail, la cible de notre responsable du business développement, c'est d'étendre effectivement le territoire des sociétés à recruter. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité de la filière 3D à la française, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par rapport à ce qui se passe en Asie? Est-ce qu'il y a une spécificité, un savoir-faire qu'on a ou qu'on n'a pas? Alors, on a un savoir-faire, incontestablement. D'ailleurs, dans les équipes, par exemple, de création de films d'animation à Hollywood, on trouve beaucoup de techniques qui viennent de la France. Donc il y a un savoir-faire incontestable au niveau technologique. Là, le but vraiment de 3D Consumer, c'est d'essayer de faire en sorte que ce savoir-faire puisse être vendu à l'export. Parce que par contre, souvent, on a ce savoir-faire technologique, mais on manque de moyens pour effectivement le vendre à l'export, que ce soit sur le continent américain ou sur l'Asie. Je cite l'Asie parce que la 3D marche très fort effectivement en Asie. Je vous cite un exemple, le film Titanic 3D tout récent qui est sorti. Eh bien, il y a une énorme partie des recettes qui est faite sur la Chine. Donc la Chine, effectivement, fonctionne très bien pour le succès de la 3D. Oui, d'autant que c'est un marché qui est gigantesque. C'est un marché qui est gigantesque, qui se développe. Et les Chinois, effectivement, ont adopté la 3D d'une manière très volontaire et effectivement plus dynamique que le reste du monde à l'heure actuelle.
On dit que les Français sont assez doués pour tout ce qui est film d'animation. Est-ce que, au niveau de la 3D, c'est vrai, est-ce que les compétences françaises s'exportent bien dans ce secteur-là? Alors, on va dire que historiquement, la création de films d'animation a commencé aux États-Unis fin 2005. Le premier film qui était sorti date de fin 2005. Le démarrage en France a été beaucoup plus lent puisque les premiers produits sont en production à l'heure actuelle. On aura, je pense, au mois d'octobre, un Astérix 3D qui va sortir. Donc c'est en train d'arriver, mais effectivement, le temps a été long à établir, je pense, parce que toute la filière, ne connaissant pas cette technologie, a dû être effrayée par le besoin de financement et le besoin d'apprentissage nécessaire pour y arriver. Voilà. Alors une question qui concerne donc justement 3D Consumer et ses actions. Avez-vous prévu des recrutements pour le développement à l'international de 3D Consumer, puisqu'on parlait d'un bureau, enfin d'une implantation aux États-Unis et une autre. Voilà, alors là on a recruté donc un responsable business development qui est basé là sur la France, bon, qui va évidemment beaucoup voyager. Et là, effectivement, rapidement, on pense avoir un permanent du côté donc, de la côte ouest aux États-Unis et un du côté Asie pour faire le relais effectivement sur des actions locales avec plus de moyens que le fait d'avoir qu'une seule personne sur la France. Et quel est le profil de ces personnes en général? Alors ce sont typiquement business development, donc des gens qui comprennent le domaine technique dans lequel on est et puis qui sont capables effectivement de tisser des relations avec les donneurs d'ordre locaux. Voilà, donc c'est un profil effectivement, je dirais, style Master of Business, voilà, avec une certaine connaissance technique pour appréhender le sujet. Alors, les sorties de films en 3D sont-elles toujours en croissance? C'est une question de XTOF06 toujours. Alors, il ajoute, ce n'est pas forcément l'impression qu'on en a en fréquentant les salles de cinéma, avec beaucoup de 3D dans les films d'animation, mais un peu moins qu'au début du lancement de l'offre pour les films généralistes. Alors, je vais répondre en deux étapes. Au niveau des sorties de films elles-mêmes, oui, c'est toujours en croissance. Sur 2012, il y aura plus de films qu'il en est sorti en 2011. Par contre, sur la fréquentation, c'est pas tout à fait le cas. Alors, on peut l'analyser de plusieurs manières. On peut dire que un mauvais film en 3D, c'est comme un mauvais film en 2D, il ne fait pas d'entrée. Donc, je pense que cette industrie est en train d'apprendre que c'est pas parce qu'on est en 3D que ça va amener qu'on fait un bon film. Voilà. Donc il faut toujours un bon scénario. Exactement. Et je dirais même le public est probablement plus difficile en 3D parce qu'il paye le ticket un petit peu plus cher et qui s'attend à une expérience de meilleure qualité. Donc je pense qu'il faut que la production soit encore meilleure qu'un film en 2D pour avoir un bon succès en 3D. Si vous regardez les films qui ont bien fonctionné, on va dire, dans les 12 ou 18 derniers mois, ce sont des films qui ont respecté effectivement ce principe. Oui, parce qu'on a toujours la référence du fameux Avatar de Cameron. Voilà, il y a d'excellents films qui sont sortis entre-temps et qui ont eu des bons succès en salle aussi. Alors pourquoi plus de films d'animation? Parce que c'est un fait que c'est plus facile à créer, parce que lorsque vous faites un film d'animation en 3D plat, le fait d'avoir le deuxième point de vue pour voir le deuxième œil est assez facile à fabriquer, donc le surcoût n'est pas si important que ça, alors que tourner un film en réel, effectivement, est beaucoup plus complexe. Donc il y a moins d'offres, effectivement, sur le marché pour les vrais tournages. Et est-ce qu'il y a la possibilité donc, de convertir un film donc, en 2D en 3D. Voilà. Est-ce que ça, c'est un travail, il y a un axe de développement important? Alors, c'est un axe. Alors, je dirais que il y a des gens qui défendent cette technologie, il y en a qui sont contre. Là, on a un bon exemple avec une nouvelle fois Cameron. On a eu une production qui était du tournage pour Avatar. On a le Titanic 3D qui ressort, qui est une conversion. Les deux sont très bons techniquement, donc ça démontre que si vous utilisez les bons moyens, vous êtes capable de faire effectivement des bons films qui soient tournés ou qui soient convertis. On a eu malheureusement le cas de films mal convertis dans le passé et qui n'ont pas effectivement fait de bonnes recettes, qui ont fait mal à la tête aux spectateurs. Et la conversion, ça demande des budgets importants? Très important. Je vous cite l'exemple de Titanic, ça a représenté 18 millions de dollars et grosso modo 1 an et demi de travail. Ouais. Donc 18 millions de dollars, c'est plus gros que la plupart des budgets de production de films français. Donc effectivement, c'est hors de portée du classique budget à la française. C'est grosso modo l'ordre de grandeur du budget de tournage d'Astérix 3D, voilà, qui est un gros titre français
et qui est effectivement dans cet ordre de grandeur-là en Donc tournage. à appliquer essentiellement sur les fameux blockbusters Voilà, du sur des cinéma. films dont on pense d'une manière assez certaine que effectivement on va pouvoir faire le retour sur investissement en salle. Donc l'adaptation en 3D de tous les classiques du cinéma, c'est pas pour demain. Hein. Alors, c'est pas pour demain, sauf que la technologie évolue et qu'on ira de plus en plus vers de la conversion, on va dire automatisée ou en partie automatique, et qui fera baisser les coûts. C'est pas encore le cas effectivement à l'heure actuelle. Alors, une autre question. J'ai bien compris que vous vous concentrez uniquement sur les startups françaises, mais ne croyez-vous pas que des retours d'expérience pourraient être pris dans les autres pays, notamment européens? Alors, en fait, on est financé sur fonds publics pour aider les sociétés françaises effectivement à développer. Oui, puisque c'est structurer la filière voilà, française. C'est structurer la filière française. N'empêche qu'on a effectivement en ligne de mire de pouvoir accueillir des sociétés non françaises, en particulier des sociétés européennes. Là, dans le but effectivement d'avoir des retours de marché qui soient intéressants, y compris pour la filière française. Donc, on ne va pas se limiter effectivement à des sociétés françaises. Par contre, l'aide va être destinée aux sociétés françaises, effectivement. D'accord. Là, une question qui concerne plus Doremi Technologies, puisque Doremi est un des piliers donc, de l'association de 3D Consumer. Quelles sont les prochaines étapes de développement de Doremi et les enjeux sur la filière 3D pour Doremi? Alors, les prochaines étapes de développement, nous continuons à déployer en numérique les salles. Donc, pour vous citer un ordre de grandeur, un peu plus de la moitié du parc de la planète a été converti, un petit peu plus de 60% en Europe. On doit être à 80% en France. Donc, la France, début 2013, aura terminé la migration de son parc. Donc, il y a encore, on va dire, 2 ans et demi à 3 ans de travail pour convertir l'ensemble de la planète sur la première génération. Puis quand on y sera arrivé, les premières machines seront arrivées en fin de vie. Donc c'est un cycle de renouvellement qui va se poursuivre. Je cite une autre raison pour le renouvellement. Il y a 2 réalisateurs américains, Peter Jackson et James Cameron, qui ont mis au point une technique de tournage 3D dite à haute vitesse, qui consiste à multiplier par 2 ou 2,5 le nombre d'images dans le film. Il faut changer une bonne partie du parc des salles, faire évoluer les projecteurs, faire évoluer les serveurs. Donc on travaille activement effectivement à ce type d'enjeu, sachant que le premier film qui va sortir avec cette nouvelle technologie, c'est en fin d'année. Donc Hobbit, effectivement, va sortir en 3D à 48 images secondes. Voilà. Nous serons les premiers à équiper des salles supportant. Alors, pour les exploitants de salles, qu'est-ce que ça représente cet enjeu alors, de la 3D parce que en fait, ce sont des investissements très importants. Alors voilà. Alors là, je dirais que les gens qui ont investi dans les 2 dernières années, la mise à jour va être grosso modo quasiment gratuite. Hein, c'est-à-dire que aussi bien les projecteurs que les serveurs, les nôtres en particulier, on va offrir la mise à jour pour supporter ce type de nouveau format. L'enjeu pour l'exploitant de salle, c'est de donner une meilleure expérience à son public. Donc je dirais de réanimer la fréquentation en salle en présentant quelque chose de meilleure qualité effectivement au public. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une concurrence maintenant avec le home cinéma à la maison. Absolument. Donc il faut proposer davantage de spectacles, voilà. entre guillemets, davantage de spectacles. Aux spectateurs, donc voilà. dans une salle de cinéma. Absolument, sachant que le format 24 images secondes est un format qui avait quasiment 100 ans, qui était lié à la pellicule. En numérique, on peut tourner effectivement à des cadences plus élevées. Donc voilà, ce premier saut technologique va être fait pour amener une image de meilleure qualité auprès du spectateur des salles. Et Doremi Technologies est prêt donc Doremi Technologies est prêt. Nous allons mettre cette mise à jour sur les sites à partir du mois de juin. Il faut se dépêcher puisque Warner, qui va sortir ce film, compte qu'une bonne partie des salles en décembre soit prête effectivement à présenter le film dans cette nouvelle cadence. Et ça, ce sont des développements que vous avez fait ici à Sofia en partenariat avec Doremi Labs aux États-Unis? Oui, absolument. Alors en fait, le moteur de ça, ça a été Cameron qui a montré à l'industrie l'année dernière en mars, qui a montré ce qu'apportaient ces nouvelles vitesses. Et en même temps, Peter Jackson a décidé de tourner avec sa nouvelle cadence. Donc je dirais que les industriels se sont mis ensemble, fabricants de projecteurs et fabricants de serveurs, pour répondre à cette demande. Voilà, et on a effectivement développé pour mettre au point cette technique et la mettre sur le marché dans le temps qu'il fallait. Donc maintenant, quelle est la prochaine étape pour 3D Consumer ou 3D Consortium? Alors, la prochaine étape, c'est, je dirais, d'avoir un ensemble de sociétés suffisant. Donc, on a un plan entre 120 et 150 sociétés sur 5 ans. Je dirais qu'un point d'étape avec 20-25 sociétés fin 2012, c'est effectivement l'enjeu que l'on a
pour couvrir effectivement un domaine d'activité plus large que celle des sociétés fondatrices. D'accord, donc ça c'est un appel que vous pouvez lancer sur, c'est un appel, voilà, Startup Show. Effectivement qu'on lance pour les PME qui travaillent dans ce domaine de rejoindre effectivement la filière 3D Consortium. D'accord, donc il y a un site internet. Il y a un site internet alors qui s'appelle toujours Consumer, donc c'est 3dconsumer.biz qui effectivement donne et qui va être enrichi bientôt par un nouveau contenu effectivement explicatif de notre action. Bien, bonne réussite et belle réussite donc à cette nouvelle filière française. Et donc Startup Show donne rendez-vous pour un prochain vidéo chat. Alors pas le jeudi donc de l'Ascension puisque c'est férié, mais 2 jours avant, le 15 mai, donc ça sera un mardi. Et bonne soirée. Merci Patrick Zouketa. Merci. Wow.